L'assiette a heurté le carrelage avec un bruit creux et retentissant. Les éclats de céramique projetés comme des dents arrachées d'une bouche frappée. Je n'avais pas dit un mot, juste assis au comptoir de la cuisine, piquant le pain de viande que Megan avait réchauffé pour moi. Il était presque 22 heures, comme d'habitude ces derniers temps. La journée de travail avait été longue, et j'espérais juste un repas tranquille, peut-être un verre de lait, et un bonsoir silencieux et familier. Mais son téléphone a vrombi 2 fois, 3 fois. Rapidement. Urgent. J'ai levé les yeux. Megan s'est figée, éponge en main près de l'évier, ses yeux rivés sur le comptoir où le téléphone vibrait à nouveau. Avant même que je puisse réfléchir, je l'ai attrapé. Par habitude. Vraiment, pas par méfiance. Elle a été plus rapide. Ne fais pas ça, a-t-elle commencé. Trop tard. Sa main a percuté la mienne, ses doigts cherchant maladroitement à saisir le téléphone en premier. Et dans la bousculade, il a glissé. S'est écrasé au sol. L'écran s'est fissuré en une toile d'araignée. Mort. Mais pas avant que j'ai vu le nom. Juste le début. TR, ai-je dit en clignant des yeux. C'est qui, TR? Tu ne devrais pas prendre mon téléphone, a-t-elle répliqué, la voix aiguë et tranchante. C'est privé. Je me suis levé lentement. Privé. Tu viens de me plaquer pour un texto. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas, Megan? Nous sommes mariés. Ton téléphone sonne comme une bombe. Tu plonges à travers la cuisine comme si tu cachais des secrets d'État, et ça ne me regarde pas, son visage était rouge, ses cheveux s'échappaient de son chignon défait. C'était ma mère. Non, ce n'était pas elle. Si, c'était elle. Alors pourquoi mentir? Pourquoi te jeter dessus comme si je tenais une grenade? Elle n'a pas répondu. J'ai fait un pas en avant. C'est qui, TR? Tu es paranoïaque et tu agis en coupable parce que tu deviens fou. Tu viens de casser ton téléphone pour m'empêcher de voir quelque chose. Elle a dégluti, croisant les bras sur sa poitrine comme une armure. Je n'ai pas fait exprès de le laisser tomber. Non, mais tu voulais le cacher. Un silence est tombé comme un rideau. Le seul son était le bourdonnement du frigo et le faible tic-tac de l'horloge de la cuisine. J'ai regardé le désordre sur le sol, puis je l'ai regardé. Je veux la vérité. Tu exagères, Charles. J'ai laissé échapper un rire creux, passant une main sur mon visage. J'exagère. C'est la meilleure. Son menton s'est relevé. Peut-être que si tu n'étais pas toujours si distant, si méfiant. Peut-être que si tu me faisais confiance. Je te faisais confiance. Et je le pensais. Je lui faisais confiance. Je faisais confiance au fait que lorsque je rentrais tard, elle serait là. Je faisais confiance au fait que lorsqu'elle souriait et me demandait comment s'était passée ma journée, ce n'était pas une couverture. Je faisais confiance à la femme que j'avais épousée pour ne pas me mentir en face dans notre cuisine. Je me tue au travail, ai-je dit. Tous les jours, tu sais que je rentre à la maison pour toi, pour cette maison, pour notre vie, en pensant que c'est réel. C'est réel. Alors pourquoi ai-je l'impression de ne plus te connaître? Elle a cligné des yeux avec force, sa voix se brisant en parlant. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. J'ai de nouveau regardé le téléphone brisé. La vérité serait un bon début. Elle s'est détournée, agrippant le bord de l'évier si fort que ses jointures sont devenues blanches. Je n'ai pas insisté après ça. Pas ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai quitté la cuisine, mon appétit disparu, et quelque chose de lourd pesant sur ma poitrine comme une pierre. Le reste de la maison semblait comme d'habitude. Propre, chaleureux, calme, trop calme. Nous vivions dans une modeste maison à 2 étages à la périphérie de Denver. Je travaillais dans la logistique technologique. Je passais la plupart de mes journées à résoudre les crises des autres. Megan enseignait l'art au collège, mais ces derniers temps, elle était plutôt une créative indépendante, selon ses propres termes. Nous avions la pelouse, les voitures, le chien. De l'extérieur, nous étions une carte postale parfaite. Mais cette image venait de se fissurer, tout comme l'écran de son téléphone. Et je n'avais aucune idée de la profondeur de cette fissure. L'odeur de cannelle m'a frappé avant même d'arriver en bas. Épaisse, douce, délibérée. Elle ne faisait jamais de pancakes en semaine.
Je me suis arrêté en bas des escaliers, regardant la cuisine comme une scène de théâtre. Megan s'agitait déjà, retournant un pancake doré sur une assiette. Elle portait ce vieux sweat de Cornell à moi et avait les cheveux lâchés, des ondulations douces, du maquillage, et autre chose. Du parfum. Pas n'importe lequel. Celui que je lui avais offert il y a 2 Noëls. Elle avait arrêté de le porter après le Nouvel An, disant qu'il était trop fort pour un usage quotidien. Bonjour, a-t-elle gazouillé. Trop enjoué. Bonjour. Ma voix est sortie plate. Elle a posé l'assiette sur la table. J'ai pensé te faire une surprise. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Ouais, ai-je dit en m'asseyant. J'ai remarqué. Elle a versé du sirop comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Comme si son téléphone ne s'était pas brisé. Comme si elle n'avait pas esquivé chaque vérité que je lui avais demandée. Du café, a-t-elle offert, en versant déjà. Bien sûr. Elle a posé la tasse devant moi, son sourire figé. J'ai regardé les pancakes, puis je les regardais. Une occasion spéciale, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Ai-je besoin d'une occasion pour préparer le petit déjeuner à mon mari? C'est à toi de me le dire. Elle s'est assise en face de moi, les doigts entrelacés autour de sa tasse. Charles, je ne veux pas me disputer. Nous ne nous sommes pas disputés, ai-je dit. Nous avons exposé quelque chose. Elle a soupiré. Tu es toujours en colère. Bien sûr que je le suis. Tu ne me fais pas confiance. J'ai posé ma fourchette avec force. Tu ne veux même pas me dire qui t'envoie des messages. Je l'ai fait, a-t-elle rétorqué, puis elle s'est reprise, plus doucement. Je t'ai dit que c'était ma mère. J'ai penché la tête. Ce n'est pas ce que tu as dit hier soir. Si, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit que c'était privé. J'ai paniqué parce que ta mère a appelé. Elle demandait des nouvelles. De l'opération de tante Denise. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai observée. Elle ne croisait pas mon regard. Pourquoi le nom commençait-il par TR? Elle a hésité. À peine un battement de cils, mais je l'ai vu. Ce n'était pas le cas, a-t-elle dit. Tu as du mal lire. Tu me dis que j'ai imaginé ça. Je te dis que tu laisses la méfiance déformer les choses. Et toi, tu laisses les mensonges pourrir notre cuisine. Ne dis pas ça. Je le dirai si c'est vrai. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle s'est levée rapidement, a pris mon assiette et a jeté les pancakes intacts à la poubelle. Super, ça s'est bien passé, a-t-elle marmonné. Je n'ai pas demandé de petit déjeuner, ai-je dit. Elle s'est retournée, les larmes aux yeux, mais elles ne sont pas tombées. Tu penses que je te trompe, n'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Je ne te trompe pas, a-t-elle murmuré. Je suis ta femme. Je t'aime. Je l'ai regardée un long moment. Elle jouait la comédie, pas seulement aujourd'hui, peut-être depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Elle a finalement quitté la pièce, montant lentement les escaliers comme si son corps avait vieilli de 5 ans. La maison est restée silencieuse, mais ce n'était pas paisible. C'était le silence qui précède l'orage ou qui suit un mensonge. Les murs s'étaient imprégnés de notre tension, et même le chien refusait de rentrer du jardin. Je suis resté seul pendant encore 20 minutes, l'odeur de cannelle collée à mes vêtements, à ma peau. Elle avait essayé de couvrir la culpabilité avec du sirop et du parfum, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point elle était devenue convaincante, à quel point elle jouait encore bien son rôle. Les jours suivants étaient sans couleur. Tout bougeait, mais rien ne semblait réel. J'ai commencé à parler moins. Megan, en revanche, parlait plus. Elle comblait le silence avec des questions enjouées, des bulletins météo, des bavardages sur les courses, ses mots voletant dans la maison comme des papillons de nuit, mais elle n'a jamais abordé le sujet. Pas une seule fois. La nuit, je m'allongeais à l'autre bout du lit, les bras croisés, le dos tourné vers elle. Elle m'embrassait encore l'épaule avant d'éteindre les lumières. Habitude ou comédie? Je ne pouvais pas le dire. Une fois, je me suis réveillé vers 3 heures du matin et je l'ai trouvée assise, me regardant comme si elle essayait d'étudier mes rêves. J'ai fait semblant de dormir encore. Elle a murmuré, « Je t'aime, Charles. » Mais je n'ai rien dit. J'ai fait les choses machinalement pendant la journée,
réunion de travail, réponse aux emails, appels téléphoniques, mais mon esprit n'était pas là. Mon corps était assis dans un bureau de Denver, mais mon cerveau était toujours dans cette cuisine, à regarder un nom clignoter sur un écran que je ne pouvais pas lire. Ça ne me lâchait pas. Le vendredi, j'ai cédé. J'ai cherché en ligne, trouvé un petit bureau de détective privé qui ne ressemblait pas à une scène de série policière. Pas de marque flashy, pas de panneaux publicitaires, nous attrapons les infidèles, juste un site web discret avec la photo d'un homme dans la cinquantaine, des lunettes, pas de sourire, l'air honnête. Son nom était Daryl Wexler. Je l'ai appelé pendant le déjeuner. Ouais, a-t-il répondu, sa voix basse et égale. C'est bien Daryl à l'appareil? J'ai besoin d'eux. Je ne sais même pas si j'en ai besoin, mais je pense que ma femme me ment. Il y a eu une pause. Vous voulez venir au bureau où on se retrouve dans un endroit calme? Nous nous sommes mis d'accord sur un endroit près de LI 25, un dîner devant lequel j'étais passé 100 fois sans jamais m'arrêter. Quand je suis arrivé, Daryl attendait déjà, assis dans une banquette près de la fenêtre avec un bloc-notes et un café noir. Il ressemblait exactement à sa photo, simple, fatigué, réel. C'est vous, Charles? J'ai hoché la tête en me glissant dans la banquette. Je n'ai pas souvent de gars de la tech ici, a-t-il dit en griffonnant quelque chose. Vous êtes doué pour trouver des solutions par vous-même. J'ai esquissé un sourire sans joie. Pas cette fois. Il s'est penché en avant. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai hésité, puis j'ai tout déballé. Elle a reçu un message il y a quelques nuits de quelqu'un que je ne connaissais pas. Elle s'est jetée sur le téléphone comme s'il était en feu. Il s'est cassé avant que je puisse voir le nom en entier. Le nom commençait par quelque chose? TR? C'est tout ce que j'ai vu. Compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a prétendu que c'était sa mère. Le nom ne correspondait pas. La réaction ne correspondait pas, il a hoché la tête lentement. Et vous pensez qu'elle vous trompe? Je ne sais pas quoi penser, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je la vois cuisiner, sourire, plier le linge, et je ne fais que regarder, comme si je ne faisais plus partie du mariage. Juste un spectateur dans le public. Daryl n'a rien dit pendant un moment. Il a tapoté son stylo. La plupart des gens viennent me voir quand ils savent déjà, a-t-il finalement dit. Ils ne veulent pas de preuves. Ils veulent arrêter de prétendre qu'ils ne le voient pas déjà. J'ai regardé par la fenêtre le parking, respirant par le nez. Pouvez-vous découvrir qui il est? S'il existe, a dit Daryl. Oui, je peux le faire. J'ai hoché la tête. Il a fait glisser un formulaire sur la table. J'aurais besoin de quelques détails. Sa routine, les endroits où elle va. Marque et plaque de la voiture. Des habitudes? J'ai rempli le formulaire en silence. Chaque lettre semblait être une trahison, mais pas la mienne. Quand j'ai eu fini, Daryl a plié le papier et l'a rangé dans son dossier. Vous aurez de mes nouvelles dans quelques jours, peut-être plus tôt. Je l'ai remercié, me suis levé et suis parti sans finir mon café. En sortant, j'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée du dîner. Je ressemblais à quelqu'un d'autre, quelqu'un de fatigué d'attendre qu'on lui mente à nouveau. Daryl a appelé mardi, juste après midi. Sa voix était aussi stable que d'habitude. J'ai quelque chose. J'ai pensé que vous voudriez le voir en personne. Nous nous sommes retrouvés au même dîner. Je ne me souviens même pas du trajet. Juste la sensation du volant sous mes doigts. Humide de la sueur que je ne pouvais pas arrêter. Daryl était déjà assis. Même banquette, même café noir. Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table sans un mot. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Vous êtes sûr, ai-je demandé. Je ne devine jamais, Charles. Regardez. J'ai pris une grande inspiration, j'ai déchiré le rabat et j'ai sorti une seule photo. Elle était là. Meghan, portant ce cardigan gris qui, selon moi, faisait ressortir ses yeux, montant vivement les marches d'une maison moderne et élégante que je ne reconnaissais pas. Ses clés étaient déjà sorties, son expression était détendue, presque heureuse. Derrière elle, un homme tenait la porte ouverte. Je l'ai étudié. La trentaine, mince, grand, bronzé, veste en cuir, une confiance décontractée. Il ressemblait au genre de gars qui ne doutait jamais de lui-même. L'horodatage indiquait la veille.
C'est tout, ai-je demandé. South Park Hill. Le gars est propriétaire de la maison. Il s'appelle Trevor Consinked. Travaille dans le marketing. Divorcé. Vit seul. Pas d'enfant. Le nom m'a frappé à l'estomac. Trevor. TR. C'était ça. Elle m'a dit qu'elle rendait visite à sa mère. Daryl a hoché la tête lentement. Ce n'était pas le cas. J'ai posé la photo, les doigts tremblant légèrement. C'était comme si l'air avait changé. Pas une tempête. Plutôt le moment juste avant que la foudre ne frappe, quand votre peau sait ce que votre esprit n'est pas prêt à croire. Autre chose? Je l'ai suivie pendant 2 jours, a dit Daryl d'une voix calme. Elle a été prudente. Elle n'y va que pendant les créneaux où elle pense que vous êtes au travail. Elle laisse toujours son téléphone dans la voiture quand elle entre. Ça expliquait pourquoi je n'avais jamais rien trouvé. Pourquoi elle souriait plus, dormait plus près de moi à nouveau. Elle avait tout couvert avec des pancakes et du parfum. Est-ce qu'elle a déjà passé la nuit là-bas, ai-je demandé. Non, pas encore. Mais elle est à l'aise là-bas. Je n'ai pas parlé pendant un long moment. Le café entre nous a refroidi. Finalement, j'ai demandé, je peux garder la photo? Elle est à vous. Je l'ai remise dans l'enveloppe et l'ai glissée dans la poche de mon manteau comme une arme chargée. Je devrais être en colère, ai-je dit doucement. Je devrais vouloir crier. Mais vous n'êtes pas surpris, a terminé Daryl. Je l'ai regardé. Pas le moins du monde. Il a hoché la tête. Vous vivez avec cette méfiance depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Ça lui a juste donné une forme. Je me suis adossé dans la banquette, sentant quelque chose de vif se déplacer dans ma poitrine. Pas du chagrin, pas de la rage, quelque chose de plus net, comme une lame tranchant le brouillard. La clarté. Elle n'a jamais été aussi douée pour mentir avant, ai-je murmuré. Elle s'est entraînée. Ça m'a fait plus mal que prévu. Daryl a fini son café et a glissé hors de la banquette. Vous voulez que je continue à surveiller? J'ai secoué la tête. Non, je pense que j'en ai assez vu. Vous êtes sûr? Je n'ai pas besoin de plus de preuves. J'ai besoin de savoir ce que je vais en faire. Il a hoché la tête, me laissant seul dans la banquette avec l'addition. Dehors, le ciel était couvert, des nuages bas pressant contre la ville comme un poids. Mais pour la première fois depuis des jours, mon esprit ne tournait pas en rond. Il était calme. Mon instinct avait eu raison depuis le début. Maintenant, je devais juste décider si je devais continuer à faire semblant ou agir comme un homme qui voyait enfin la vérité. Ce soir-là, elle a fait des spaghettis, les bons. Tomates écrasées à la main, basilic frais, pas en bocal. Pain à l'ail grillé juste comme il faut, une salade avec des fraises, comme si elle se souvenait de chaque détail de mon plat préféré. Elle a même sorti les serviettes en tissu que nous n'utilisions que pour les fêtes. Je l'ai regardée depuis le seuil de la porte alors qu'elle s'affairait dans la cuisine, fredonnant doucement pour elle-même. C'était le même air qu'elle fredonnait en peignant il y a des années, quand la vie était plus simple et que les dégâts n'étaient pas de ce genre permanent. Le dîner est prêt, a-t-elle appelé sans se retourner. Je suis entré lentement. Ça sent très bon. Elle a souri comme si rien n'avait changé entre nous. Ça m'a changé les idées. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. J'ai tiré une chaise et me suis assis. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Elle a ri légèrement. Je voulais le faire. Tu as été si silencieux ces derniers temps, Charles. J'ai pensé que ça te ramènerait peut-être à moi. J'ai hoché la tête, me servant de la salade dans mon assiette. Ça va, a-t-elle demandé après un instant. J'ai croisé son regard. Juste fatigué. Tu es sûr? Je suis sûr. Elle a tendu la main par-dessus la table, touchant légèrement la mienne. Je t'aime. Ce ne sont pas les mots qui m'ont frappé. C'est la facilité avec laquelle elle les a prononcés, leurs sont si doux, comme si elle avait répété cette réplique si souvent que c'était devenu une mémoire musculaire. Je n'ai pas retiré ma main. J'ai souri et je lui ai dit, je t'aime aussi. Elle a rayonné, reprenant son fredonnement. J'ai observé chaque petit détail. Sa façon de bouger, de remuer son verre avec sa paille distraitement, d'incliner la tête d'un côté en mâchant. Elle avait l'air si normale, si sûre, comme n'importe quel autre soir dans n'importe quel autre mariage. Mais le truc,
c'est que quand on sait ce qui se cache derrière le rideau, toute la scène paraît différente. Elle jouait un rôle, soigné, maîtrisé, mais en dessous, je pouvais presque sentir la tension dans ses épaules, comme si elle savait que je pourrais encore poser des questions, comme si elle attendait que le mauvais mot lui échappe et que tout recommence. Alors, je n'ai rien dit. J'ai suivi le scénario. À la fin du dîner, elle s'est penchée et m'a embrassé. Doucement. Familièrement. Tu es silencieux ce soir. Je réfléchis, ai-je dit. À quoi? J'ai marqué une pause. À nous. Elle a souri tristement. Moi aussi. Plus tard, nous sommes montés nous coucher. Elle s'est blottie contre moi, sa respiration régulière, une main sur ma poitrine. Je suis resté immobile. De temps en temps, elle bougeait comme si elle essayait de se fondre en moi. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Quand sa respiration s'est régularisée, j'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le plafond. La maison était d'un calme absolu. Je pouvais entendre le bourdonnement du chauffage, le léger craquement du plancher dans le couloir. Ma mâchoire s'est crispée. Ma main s'est serrée en un point sous la couverture. J'ai chuchoté si doucement que je n'étais même pas sûr de l'avoir dit à voix haute. Demain. Ce seul mot contenait tout ce que je n'avais pas dit ce soir-là. Tout ce que j'avais décidé. Pas parce que j'étais en colère. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je savais enfin ce qu'elle était vraiment, et je voulais qu'elle continue de me le montrer. Ce matin-là, j'ai noué mes lacets lentement. Megan préparait des toasts, fredonnant à nouveau. Le même air. Elle portait un pull léger et avait les cheveux attachés en queue de cheval. Décontractée, à l'aise, comme si de rien n'était. Grosse journée, a-t-elle demandé en versant son café. Quelques réunions, surtout ennuyeuses. Tu veux que je te prépare un sandwich pour le déjeuner? Non, je prendrai quelque chose. Elle a souri, s'est penchée pour m'embrasser. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis sorti à 8 heures précises, comme toujours. Clé, café, téléphone. J'ai salué le voisin qui arrosait sa pelouse, j'ai démarré la voiture, j'ai conduit sur 3 pâtés de maison, puis j'ai tourné dans le parking d'une station-service et je me suis assis, le moteur en marche. Je ne suis pas allé au travail. Je n'étais pas allé au travail du tout. La veille, j'avais dit à mon patron que j'avais besoin d'un congé personnel, pour des raisons familiales. Il a été compréhensif, m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Et c'était ça le truc. J'avais besoin de temps. Le temps d'arrêter d'être aveugle. Le temps de voir ce qui se passait quand je n'étais pas à la maison. À 8h20, j'étais revenu dans notre quartier et je m'étais garé à quelques pâtés de maison, avec une vue dégagée sur la maison. Les fenêtres étaient fermées. Les rideaux toujours tirés. J'ai entrouvert la fenêtre de la voiture et j'ai attendu. C'était étrange de regarder sa propre maison de l'extérieur. J'avais aidé à peindre ce revêtement. J'avais choisi ces rideaux avec elle. J'avais construit ce parterre de fleurs à gauche du porche parce qu'elle disait qu'elle aimait les jonquilles. Maintenant, j'étais assis derrière le volant, me sentant comme un étranger surveillant la vie de quelqu'un d'autre. Les heures ont passé. Je n'ai pas bougé, j'ai juste regardé. À 9h40, Megan a ouvert les stores. À 10h15, elle est réapparue à la fenêtre de la cuisine, parlant au téléphone, en riant. À 11h, elle a disparu à l'étage. Et puis à 12h06, elle est sortie par la porte d'entrée, vêtue de leggings, d'une veste en jean et de lunettes de soleil. Son sac à main en bandoulière. Elle s'est arrêtée pour vérifier son reflet dans la vitre de la voiture, puis s'est glissée à l'intérieur et a reculé hors de l'allée. Je l'ai laissée prendre une longueur d'avance avant de la suivre. Elle n'a rien remarqué. Elle a tourné vers l'est, en direction de la ville. Je suis resté à 3 voitures derrière elle. Ce n'était pas de l'adrénaline qui coulait en moi. C'était quelque chose de plus lent, de plus constant, de froid. Je n'avais aucun plan, aucune idée de l'endroit où elle allait, mais je n'avais plus peur de la réponse. Elle s'est arrêtée à un feu sur Colfax, tapotant ses doigts sur le volant, vérifiant son rouge à lèvres dans le rétroviseur. Je suis resté dans la file d'à côté, l'observant d'un angle sûr. Puis elle a tourné à droite dans une rue plus calme, avec moins de circulation, des routes familières. Mon estomac s'est noué. Je savais déjà. Elle s'est garée dans un petit parking pour visiteurs à côté d'un immeuble d'appartements élégants.
Le même que sur la photo de Daryl. Je l'ai regardé prendre son sac et ajuster sa veste comme si elle se rendait à une réunion, mais elle ne s'est dirigée vers aucune entrée de bureau. Elle a contourné le bâtiment, droit vers les appartements privés. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a ralenti. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement un soupçon. Ce n'était plus une photo d'un étranger. C'était moi, assis dans ma voiture, regardant ma femme se diriger vers la porte d'un autre homme comme si elle y appartenait. Je ne suis pas sorti. Je n'en avais pas besoin. Aujourd'hui, il s'agissait de savoir, de confirmer. Demain, il s'agirait de confronter. Elle est restée à l'intérieur un peu moins de 2 heures. Je suis resté dans la voiture tout le temps, garé sur un parking voisin, moteur éteint, fenêtres entr'ouvertes. Un homme promenant son chien est passé 2 fois devant moi, me jetant ce regard, celui qu'on donne à quelqu'un qui est assis immobile depuis trop longtemps dans un endroit où il n'a rien à faire. Quand elle est enfin sortie, Megan avait l'air plus légère. Ses cheveux étaient un peu plus en désordre, un sourire paresseusement niché sur sa joue comme si elle venait d'avoir une excellente conversation, ou plus. Elle n'a pas regardé autour d'elle, s'est simplement glissée dans sa voiture et est partie comme si de rien n'était. J'ai attendu 10 bonnes minutes avant de bouger. Je me suis approché lentement, les mains dans les poches, comme un type qui visite un appartement. Les boîtes aux lettres étaient alignées près de l'entrée, numéro d'appartement, nom de famille, une grille de petites portes métalliques. C'était là. 3B était con 5 aide. Je n'ai pas frappé. Pas ce jour-là. Je suis parti. Mais le lendemain matin, j'étais de retour. Même heure, même endroit, cette fois sans Megan. Il était 11h38 quand je l'ai vu sortir. Trevor, l'homme de la photo, l'homme sur le pas de la porte, l'homme derrière le TR. Il portait des lunettes de soleil, tenait un café à emporter et parlait dans son téléphone comme si la vie était facile, comme si ma vie n'était pas en train de brûler à cause de lui. Je l'ai laissé me dépasser d'une dizaine de pas avant de l'appeler. Trevor. Il s'est retourné, a hésité, la tête légèrement penchée. Ouais. Je me suis approché. Charles Albrook, le mari de Megan. La façon dont sa bouche a tressailli, juste un frémissement comme un sourire étranglé à mi-chemin, m'a tout dit. Sa posture a changé. Légèrement mais clairement. Sa main tenant le café s'est raidie. Je ne savais pas qu'elle était encore mariée. Il a menti rapidement. Si, tu le savais. Il a jeté un coup d'œil autour du parking vide. Écoute, mec. Je ne savais pas que c'était comme ça. Ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait un autre pas vers lui. Calme mais délibéré. Je veux que tu mettes fin à tout ça. Quoi que tu fasses avec ma femme, ça se termine. Aujourd'hui. Il a ricané, mais sa voix s'est légèrement brisée. C'est entre Megan et moi. Non, ai-je dit doucement. Ce n'est pas le cas. C'est entre toi et moi. Parce qu'elle a fait un choix, et maintenant j'en fais un. Il a cligné des yeux. J'ai tenu bon. Ça se termine. Il a hoché la tête bien trop vite. D'accord, d'accord. C'est fini. Juste comme ça. Et c'est là que j'ai su avec certitude qu'il ne l'aimait pas. Il ne se souciait pas d'elle. Elle n'était pas une grande romance pour lui. Elle était une commodité. Il a reculé lentement. Tu ne me reverras plus. Tu as intérêt. Il s'est retourné et s'est éloigné rapidement. Et je suis resté là longtemps, regardant son ombre rapetisser sur le trottoir. Ça aurait dû être une victoire. Au lieu de ça, j'avais l'impression d'être au milieu des ruines d'un combat que je n'avais jamais voulu mener. 2 jours. C'est le temps que l'illusion a duré. J'ai essayé de croire que Trevor avait pensé ce qu'il avait dit. C'est fini. Mais les hommes comme ça mentent avec une facilité qui ne vient que de l'habitude. Et les femmes comme Megan. Elles vous font douter de votre propre reflet avant même que vous ne pensiez à les remettre en question. Je ne voulais pas la suivre à nouveau. Je devais le faire. Alors j'ai appelé Marcus. Cette démangeaison tenace est toujours là, a-t-il demandé en plaisantant à moitié. Ce n'est plus une démangeaison, ai-je dit. C'est un incendie. Il est arrivé ce matin-là avec un thermos de café et le genre de silence sombre que seuls les vrais amis apportent quand le monde part en vrille. Pas de questions, pas de discours, juste une présence.
Nous nous sommes garés au coin de la rue, en face de ma maison. Même endroit, même routine. À 12h04, Megan est sortie. Cette fois, elle avait l'air différente. Pas apprêtée comme si elle avait quelqu'un à impressionner. Pas négligée non plus. Elle portait un jogging, un sweat à capuche léger, des lunettes de soleil, et avait attaché ses cheveux en cette queue de cheval rapide qu'elle faisait quand elle sortait juste pour une course. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait rien à cacher. C'est ce qui m'a secoué. Elle n'a même pas l'air coupable, ai-je marmonné. Elle a fait ça avant, a répondu Marcus. Elle est douée pour ça. Nous avons suivi à 3 voitures de distance. Le trajet semblait plus long cette fois, comme si la route elle-même étirait la douleur. Elle a passé des rues familières, l'épicerie, le pressing, puis a viré vers l'est. Même virage, même route, même complexe, et c'était là. Elle s'est garée sur le parking de Trevor comme si elle avait une clé de l'endroit. Garée proprement, en douceur, comme quelqu'un qui a une place attitrée. Aucune hésitation, aucune vérification des alentours. Trevor a ouvert la porte avant même qu'elle ne frappe. Il a souri. Elle a ri. J'ai senti quelque chose se tordre violemment dans ma poitrine, comme si ce que je tenais fermement venait de se briser. Marcus s'est redressé. C'est lui? Ouais, ai-je dit. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Nous avons tous les deux regardé. Megan s'est penchée vers lui. Pas de baiser, mais proche, intime, familier. Ils ont échangé quelques mots, puis elle est entrée comme si une partie de l'appartement lui appartenait. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic. Je n'ai rien dit. Marcus non plus. Le silence était suffocant. Les minutes passaient comme de lentes gouttes d'eau dans un évier qu'on ne peut pas réparer. Puis Marcus a dit, « Tu es sûr de vouloir continuer à regarder cette pièce se jouer ?» J'avais besoin d'avoir tort, ai-je dit doucement. Vraiment. Mais tu n'avais pas tort. Non, je n'avais pas tort. Elle mentait toujours, le choisissait toujours, naviguait dans cette double vie comme si c'était une seconde nature, sans même sourciller en quittant la maison que nous avions construite. Pas un seul regard par-dessus son épaule. Elle a dit qu'elle allait voir sa sœur aujourd'hui, ai-je dit. Marcus a sifflé doucement. Audacieux. J'ai de nouveau regardé le bâtiment, puis mes mains, qui tremblaient juste assez pour que je le remarque. Il me l'avait promis, ai-je marmonné. Je l'ai regardé dans les yeux et il l'a quand même laissé entrer par cette porte. Nous sommes restés assis en silence. Des voitures passaient. Une mère est passée en poussant une poussette. La vie continuait pendant que j'étais assis au milieu d'une trahison que personne d'autre ne pouvait voir. Elle n'est pas tiraillée entre nous, n'est-ce pas, ai-je finalement dit. Non. Elle n'est pas confuse, ni perdue, ni effrayée. Non. Elle a choisi ça. Oui, elle l'a choisi. Et c'était ça. C'était la vérité la plus difficile que j'ai eu à dire à voix haute. J'avais passé si longtemps à imaginer qu'il y avait quelque chose de cassé à réparer, une mauvaise communication, une erreur, un égarement temporaire. Mais elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a choisi cet homme, a choisi cette vie. Et chaque fois qu'elle me souriait au dîner ou cherchait ma main dans le noir, elle mentait avec plus de grâce que je ne pensais qu'une personne pouvait feindre. J'ai laissé le moteur tourner mais je n'ai pas bougé. Marcus a finalement dit, « Tu vas encore frapper à cette porte ?» Non, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Alors quoi? J'avais besoin de savoir, ai-je dit. Maintenant, je sais. Nous avons attendu. Pas à la maison. Pas dans mon quartier. Juste là, au coin de la rue de l'immeuble de Trevor Consinked. Marcus et moi avons pris un café dans un petit magasin du coin et nous nous sommes garés sous l'ombre terne d'un arbre nu alors que le soleil se couchait. Elle est toujours là-dedans, a dit Marcus en regardant l'heure. Ça fait quoi, 4 heures? Plus longtemps que la dernière fois. Elle n'a pas apporté de sac de nuit. Elle n'en a plus besoin. Je n'ai pas cligné des yeux en fixant le bâtiment. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Je n'avais pas dit grand-chose depuis que nous l'avions vue entrer. Les mots ne servaient plus à rien. Pas quand l'image était si douloureusement claire. Tu veux toujours lui parler, a demandé Marcus. Ouais. Et si elle est encore à l'intérieur quand on le fera? J'attendrai qu'elle soit partie. Et elle est finalement partie. Juste avant 19h30,
Megan est sortie. Seule. Même sweat à capuche, même queue de cheval. Elle s'est arrêtée un instant sur les marches, sortant son téléphone. Ses doigts ont tapoté rapidement. Peut-être un texto pour moi. Peut-être pour lui. Je m'en fichais désormais. Elle avait l'air détendue. Pas comme quelqu'un qui se faufile, mais plutôt comme quelqu'un de certain de ne pas se faire prendre. Marcus n'a pas parlé pendant que nous la regardions partir en voiture. Allons-y, ai-je dit. Nous avons marché en silence. Je connaissais la porte. 3B. Je me souvenais encore de l'étiquette de la boîte aux lettres gravée dans ma mémoire. T. Consinked. Trevor a ouvert dès le premier coup. Toujours en t-shirt, pieds nus, tenant un verre comme s'il ne s'attendait pas à ce que le monde frappe si fort. Son sourire s'est figé à la seconde où il m'a vu. Charles. Il a regardé derrière moi, puis Marcus, puis de nouveau moi. Elle est partie, ai-je dit d'un ton plat. Écoute, ne. Je suis entré sans y être invité. Trevor a reculé. Et. Je ne veux pas de problème. Alors tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. Marcus a fermé la porte derrière nous. L'appartement était moderne, d'apparence coûteuse. Aucune trace de Megan. Aucune photo d'eux. Propre, stérile, comme s'il ne voulait rien de durable dans sa vie. Tu m'as menti, ai-je dit. Je ne voulais pas, tu m'as dit que c'était fini. Ça l'était, a-t-il balbutié. Je le pensais. Elle est venue ici 2 fois depuis. Il a dégluti. Son verre était toujours dans sa main, la glace fondant rapidement. Charles, écoute. Je n'essaie pas d'être le méchant ici. Mais tu le es. Il a cligné des yeux avec force. Je ne voulais pas que ça continue. Tu as ouvert la porte avant même qu'elle ne frappe. Je ne savais pas qu'elle venait. Tu ne l'as pas arrêtée. Il a secoué la tête, désespéré maintenant. Je te le jure. Je lui ai dit qu'on ne devrait pas. Elle a insisté. Elle a dit que les choses se terminaient bientôt avec toi. Que ce n'était plus vraiment de la tromperie. Marcus a ricané derrière moi. Je me suis avancé jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu l'as laissé te mentir et maintenant tu me mens. Trevor a laissé tomber le verre dans l'évier derrière lui. Il s'est brisé. J'arrête tout, a-t-il dit rapidement. Tout de suite. Je la bloque. Je changerai de numéro s'il le faut. Je l'ai fixé. Il transpirait maintenant. S'il te plaît, a-t-il dit, la voix brisée. Ne lui dis pas que tu es venu ici. Pas, c'est tout. Je te jure que je ne la reverrai plus. Je me fiche de ce que tu fais, ai-je dit. Il a semblé confus. Je ne suis pas ici parce que je pense que tu as de l'importance. Je suis là pour que tu vois mon visage. Pour que la prochaine fois qu'elle frappera, tu te souviennes de ce moment. Tu te souviennes de ce que ça a coûté. Trevor a ouvert la bouche, l'a refermée. Il ressemblait à un homme qu'on venait de traîner au bord d'une falaise et qui réalisait enfin que le sol avait disparu. Marcus a ouvert la porte. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Elle est douée pour faire semblant, ai-je dit. Ça te manquera, mais un jour, tu seras content que ça se soit terminé ici. Et puis je suis sorti. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour à la voiture. Pas besoin. Je ne me sentais pas triomphant, ni plus léger, mais je me sentais lucide. Trevor n'ouvrirait plus cette porte. Pas parce qu'il s'était découvert une conscience, mais parce qu'il avait peur. Ce soir-là, la maison semblait plus froide que d'habitude. Pas en température, juste en présence. Tout avait l'air pareil. La douce lumière de la cuisine brillant comme un souvenir. Le bourdonnement du frigo, l'odeur de liquide vaisselle au citron qui flottait encore dans l'évier. Megan était déjà à la maison, pieds nus, portant ce sweat marine trop grand que je lui avais donné il y a des années. Celui qu'elle portait toujours quand elle voulait se sentir à l'aise ou pardonner. Elle remuait son thé quand je suis entré, fredonnant à nouveau. Ce même air fatigué. « Salut toi », a-t-elle dit doucement, presque de manière enjouée. « Tu m'as manqué aujourd'hui. » J'ai hoché la tête, enlevant mes chaussures. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé. J'ai pris à emporter chez ce restaurant thaï que tu aimes.
Celui avec les nouilles au basilic. Elle souriait, d'un air vif, doux, désarmant, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas passé son après-midi dans l'appartement d'un autre homme. Elle a traversé la pièce, a glissé ses bras autour de ma taille et m'a embrassé la joue. « Tu sens l'air froid ?» a-t-elle murmuré. « Ça va ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est penchée plus près, ses lèvres frôlant les miennes. Chaude, familière. Ma main s'est levée doucement et s'est posée sur son épaule, l'arrêtant avec juste assez de pression pour briser l'instant. Son sourire a vacillé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je l'ai regardé et j'ai dit calmement, clairement, « Comment va Trevor ?» Son visage s'est effondré en un instant, comme si j'avais plongé la main en elle pour lui arracher sa colonne vertébrale. « Quoi ?» a-t-elle soufflé. « Je t'ai demandé, » ai-je dit doucement, « comment va Trevor ?» Elle a reculé, les yeux fuyants, la bouche légèrement ouverte. « Charles. » « Je sais, » ai-je dit. « Je sais depuis un moment. Je t'ai vu. Je t'ai suivi. Je t'ai regardé entrer chez lui comme si de rien n'était. » Elle a eu du mal à respirer. « Ce n'est pas ce que tu penses. » J'ai secoué la tête. « C'est exactement ce que je pense. » Les larmes sont montées vite. Trop vite. « S'il te plaît. » Sa voix s'est brisée. « C'est fini. Je te jure que c'est fini maintenant. » « Non, » ai-je dit. « C'est moi qui y ai mis fin. » Elle a cligné des yeux. « Je suis allé le voir, » ai-je continué. « Il n'ouvrira pas la porte la prochaine fois que tu frapperas. » Ses mains ont volé à sa bouche. « Oh mon Dieu. »« Charles, non. S'il te plaît. » « Je ne l'ai pas touché, » ai-je dit. « Pas besoin. » Elle s'est laissée tomber sur le bord du canapé comme si ses jambes l'avaient lâchée. Les larmes coulaient librement maintenant, désordonnées et réelles, mais trop tard. « J'ai fait une erreur » a-t-elle murmuré. « Non, » ai-je dit, toujours debout. « Tu as construit une vie à l'intérieur d'un mensonge. »« S'il te plaît, pardonne-moi » a-t-elle pleuré. Je ne voulais pas tomber amoureux de lui. C'était stupide. C'était égoïste. Mais je ne voulais pas te perdre. Je ne veux toujours pas, elle a cherché ma main. Je l'ai laissé la toucher une fois. Je changerai, a-t-elle juré. Je le prouverai. Je couperai les ponts avec lui. Je ferai n'importe quoi. Je me suis agenouillé lentement, j'ai croisé son regard. Tu as déjà tout fait. Elle a sangloté plus fort, les épaules secouées. On peut arranger ça. Non, ai-je dit en retirant doucement ma main. Tu l'as brisé chaque fois que tu as menti. Elle s'est accrochée à mon bras, suppliant maintenant, les mots se bousculant. S'il te plaît, des promesses, des marchés désespérés avec des fantômes. Je serai la femme que tu mérites. Donne-moi juste une chance. Mais j'étais déjà debout, déjà en train de partir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai laissé pleurer au milieu du salon. Entourée par la maison qu'elle avait corrompue avec ses secrets. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti léger. Pas libre, pas guéri, juste assez léger pour enfin partir. Ça fait 4 mois. Le divorce a été prononcé mardi dernier. Une audience tranquille, pas de feu d'artifice, juste une pile de papier, quelques signatures, et un moment qui est passé avec pas plus de poids que d'éteindre un interrupteur. Maintenant, je suis assis sur le porche d'une maison plus petite, la mienne. Ce n'est pas grand-chose, juste une maison de plain-pied nichée au bord d'une rue calme à Aurora. Mais le silence ici est différent. Il n'est pas lourd. Il respire. Le vent fait teinter les carillons que Meghan avait choisis il y a des années. Je les ai emportés avec moi, non par sentimentalisme, mais comme un rappel. Un rappel que tout bruit n'est pas réconfortant. Certains sons ne sont que des fantômes. Je sirote mon café. Le soleil se couche, doré et lent. Les enfants du quartier font du vélo. Quelque part, quelqu'un fait un barbecue. Ça devrait ressembler à une perte. Mais ce n'est pas le cas. Je pensais que pardonner signifiait oublier. Que pour guérir, je devais effacer ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas ça. Pas pour moi. Je ne la déteste pas. Plus maintenant. Mais je suis dégoûté par la perfection de son jeu d'actrice, par la conviction avec laquelle elle a joué son rôle.
Les rires au dîner, les baisers sur le front, les longues conversations sur notre avenir, tout en se faufilant dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle l'a dit comme si elle le pensait. C'est ce qui me reste le plus. Pas la trahison elle-même, mais la facilité avec laquelle elle pouvait feindre quelque chose de si sacré. Pourtant, je ne suis pas brisé. Je parcours mes propres couloirs maintenant. Je mange quand j'ai faim. Je dors toute la nuit. Et parfois, de plus en plus souvent, il m'arrive même de rire. J'ai perdu un mariage. Mais j'ai retrouvé autre chose. Moi. C'était la fin de mon histoire. Je n'arrête pas de penser au moment où Trevor a accepté de mettre fin aux choses la première fois. Juste comme ça. Sans hésitation, sans défense, et je me demande s'il le pensait vraiment ou s'il a simplement choisi la facilité. Alors, dites-moi, est-ce que Trevor a bien agi en disant qu'il couperait les ponts avec ma femme, ou était-ce juste un autre mensonge pour éviter d'assumer ses responsabilités? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires réelles comme la mienne.